Enfin, on en arrive justement à l'affaire Eichmann. Donc en 1961-1962, Hannah Arendt est envoyée comme correspondante pour le journal The New Yorker afin de couvrir le procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Donc une année auparavant, pour juste faire un petit retour en arrière, les agents du Mossad retrouvent et enlèvent Adolf Eichmann, haut fonctionnaire nazi, dans une banlieue de Buenos Aires. Ce dernier vivait caché sous le nom de Ricardo Clement. Alors après, quelque chose qui resterait aussi à expliquer, enfin à comprendre, mais dont on n'aura pas le temps de discuter ce soir, c'est qu'on sent qu'Eichmann, peu à peu, quelque part, se dévoile de plus en plus, puis c'est comme s'il avait quelque part envie qu'on le retrouve. Alors on ne peut pas savoir si c'est parce que parce qu'il était lassé de vivre caché ou parce que justement il était très fier de ses actions. Hein. Le problème, c'est qu'Hannah Arendt, elle a eu une certaine interprétation qui après, elle avait certains éléments d'archives qui étaient les siens, puis après, avec de nouveaux éléments, c'est pourquoi elle est beaucoup critiquée. Ben, on peut se dire qu'au fait, Eichmann était bien vraiment complètement antisémite, et puis voilà. Mais Hannah Arendt l'a vu différemment. Donc, quand les agents du Mossad kidnappent Eichmann, il est exfiltré vers Israël et accepte d'y être jugé. Hein. Il est jugé en Israël. Voilà. Son livre Eichmann à Jérusalem, enfin, le livre Eichmann à Jérusalem d'Hannah Arendt explique bien que si c'est possible, si ce procès est devenu possible, c'est parce que Eichmann a reconnu le tribunal de Jérusalem, qui s'est reconnu comme apatride. Et l'Allemagne a été quelque peu lâche, au fait, là-dessus, ou bien, disons, fatiguée par les procès de Nuremberg, et ne demande pas son extradition. Ce qui aurait normalement été déjà plus juridiquement correct. Son procès à Jérusalem s'annonce comme retentissant. D'une part, Eichmann était le responsable nazi en charge des affaires juives et des évacuations, et fit ainsi office de secrétaire à la conférence de Wannsee de 1942 qui décida de la solution finale. D'autre part, à la différence des procès de Nuremberg, le procès d'Eichmann a eu lieu dans la nation où se sont réfugiées les victimes. Maintenant, j'ajoute juste quelque chose comme ça au passage, c'est qu'il y a une année à peu près, un ancien agent du Mossad a déclaré que on aurait pu retrouver, enfin ils étaient en même temps en train de retrouver Eichmann et Joseph Mengele, et ils avaient peur à courir deux lapins à la fois d'en manquer un, et ils se sont concentrés sur Eichmann parce que malgré le côté terrifiant de Joseph Mengele, Eichmann était quand même placé plus haut dans la hiérarchie, et puis ils ont choisi Eichmann et pas Mengele. Du fait que, enfin, de là, Mengele est parti au Paraguay et puis au Brésil où il est mort noyé, par noyade. Donc aux yeux d'Hannah Arendt, le procès s'avère plus ambigu que prévu. Elle part, alors je vais prendre l'image d'un film qui s'appelle Zero Dark Thirty, j'espère que vous l'avez vu. Donc elle part à l'image de Maya, la femme qui traque Ben Laden dans Zero Dark Thirty, pour se confronter à un monstre, en l'occurrence Eichmann. Et si j'effectue le lien entre Zero Dark Thirty et la couverture du procès d'Eichmann par Hannah Arendt, c'est que a priori seulement, les deux, le film et la réalité biographique d'Hannah Arendt, se structurent à la manière des tragédies antiques. Des monstres sanguinaires, Ben Laden, Eichmann, sont traqués par des héroïnes, Maya, Hannah Arendt, qui effectuent un parcours cathartique au cours duquel elles vont devoir surmonter d'anciens démons. En effet, en acceptant de couvrir le procès d'Eichmann,
Hannah Arendt évoquait non seulement une obligation à l'égard de son passé, mais également de voir en chair et en os l'un des acteurs de sa trilogie sur les systèmes totalitaires. Elle avait probablement à l'esprit de vérifier une hypothèse développée dans les origines du totalitarisme, à savoir que le système totalitaire cherchait à prouver que tout est possible, tout ce que les humains ne pouvaient même pas imaginer. Ici s'arrête l'homologie entre les deux histoires, dans la mesure où Hannah Arendt ne trouve pas en Eichmann le monstre sanguinaire qu'elle se représentait. Eichmann, contrairement à ce qu'elle imaginait et à ce que ses accusateurs auraient voulu croire, n'est pas, selon Hannah Arendt, un être extraordinaire par sa monstruosité. Il est bien plutôt insignifiant, nobody, à savoir un fonctionnaire ambitieux, soumis et ordinaire qui obéit aux consignes et aux devoirs, sans jamais les remettre en question. C'est un homme tristement banal et asservi pour elle. Et c'est ce phénomène qu'Hannah Arendt décrit sous le concept de banalité du mal. Alors, elle a été mal comprise pour ça, souvent, on lui a beaucoup reproché ça. Il ne s'agit aucunement pour elle de disculper un criminel de guerre. Pour elle, la culpabilité d'Eichmann ne fait aucun doute et ses actions sont impardonnables. Donc, il ne s'agit en aucun cas de dire que le crime d'Eichmann et le mal par extension est ordinaire et banal, mais de comprendre que le mal, lorsqu'il est introduit dans la loi, produit la banalité. Autrement dit, lorsque le mal est légalisé, il est de fait banalisé. Et apparaît ici un problème philosophique de taille. Comment distinguer le bien du mal si la loi elle-même a pour norme le mal? Et selon Hannah Arendt, ce qui fait défaut à Eichmann, c'est la capacité de juger. En d'autres termes, Eichmann était incapable de juger de juger de la validité ou de l'invalidité morale d'une loi. Et c'est aussi ce qu'affirme son avocat, l'avocat d'Eichmann, maître Servatius, que je cite: Eichmann avait commis des actes pour lesquels vous êtes décoré si vous êtes le vainqueur et envoyé à l'échafaud si vous êtes vaincu. À l'issue de son procès, Eichmann est condamné à la pendaison et ses cendres seront dispersées hors des eaux territoriales de l'État d'Israël. Hannah Arendt, qui a beaucoup dérangé aussi, s'interroge sur la légitimité du tribunal de Jérusalem, et on vient à adopter ce qui a été fait par la suite pour les génocides qui ont suivi, la position de la nécessité impérative d'un tribunal international. Il y a d'abord le fait de l'enlèvement d'Eichmann en Argentine. Ça crée un petit conflit comme ça, diplomatique entre l'Argentine et Israël. Il s'avère ensuite problématique que ce procès soit mené par un État, Israël, qui n'existait pas au moment des faits. Enfin, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Les auteurs, comme Eichmann, sont devenus hostis humani generis, et c'est pourquoi Hannah Arendt formule le verdict, qui selon elle aurait été juste à l'encontre d'Eichmann. Je la cite: pour elle, le verdict aurait été ceci: et parce que vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif, comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qu'il veut partager la terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu. Et il est vrai qu'un crime contre l'humanité est un crime contre la pluralité humaine. Hannah Arendt meurt le 4 décembre 1975 à New York, et lors de ses funérailles, son ami Hans Jonas, qui pourtant lui en a beaucoup voulu, mais finalement s'est un peu calmé, prononcera ces mots: Anna, avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu'il ne l'était. Donc maintenant, avant de céder la parole à Daisy, un peu plus glacé qu'il ne l'était. Avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu'il ne l'était.
Et donc, avant de céder la parole à Daisy d'Avila Seidel, j'aimerais méditer un dernier point. Alors, c'est assez étonnant parce que la question de la natalité, si on lit beaucoup Hannah Arendt, la question de la natalité traverse et honte, telle une sorte de courant océanique et souterrain, toute l'œuvre d'Hannah Arendt. Elle célèbre ainsi le miracle de la natalité, je la cite. Le commencement inhérent à la naissance ne peut se faire sentir dans ce monde que parce que le nouveau venu possède la faculté d'entreprendre du neuf, c'est-à-dire d'agir. L'action étant l'activité politique par excellence, la natalité par opposition à la mortalité est sans doute la catégorie centrale de la pensée politique par opposition à la pensée métaphysique. Malgré ces paroles, Hannah Arendt n'a pas eu d'enfant. Et comme bon nombre de descendants de dignitaires nazis qui ont décidé de se faire stériliser et de ne pas donner vie. C'est le cas par exemple de Bettina Göring. Si Hannah Arendt est bien, métaphoriquement parlant, l'héroïne d'une tragédie, alors je la comparerais à l'Antigone de Sophocle. Antigone est aussi celle de par qui son nom, Antigone, refuse la génération, contre la génération. Et Antigone met ainsi fin à la lignée maudite des Labdacides. Et comme le dit Judith Butler dans son ouvrage Antigone's Claim, je cite Butler, Giorgio Agamben a bien remarqué que nous vivons de plus en plus dans un temps où des populations sans citoyenneté à part entière existent dans des États. Leur statut ontologique en tant que sujets légaux reste en l'air. Ce ne sont pas des vies détruites par le génocide, mais pas plus sont-elles introduites dans la vie légitime de la communauté, là où des modèles de reconnaissance permettent la conquête de l'humanité. Donc, comment devons-nous comprendre ce royaume qu'Hannah Arendt décrit comme le royaume des ombres? Hannah Arendt et Antigone ont ce site commun, enfin, j'aurais dit dans l'autre sens, peut-être, je sais pas, que leur mélancolie, si on peut dire, semble consister dans le refus du deuil, qui s'effectue à travers les termes publics même qu'elles utilisent pour faire valoir leur droit au deuil. On dirait qu'il y a comme des spectres qui les hantent. C'est comme si Antigone et Hannah Arendt habitent les frères, réels, imaginaires ou symboliques, ce sera à vous de me le dire, dont elles ont pris la place. En faisant face à l'indicible, ne sont-elles pas confrontées à une forclusion socialement instituée de l'intelligible, une mélancolie socialement instituée dans laquelle la vie inintelligible fait surface dans la langue, comme on peut enterrer le corps d'une femme ou d'un homme vivant ou l'emmurer, pour Antigone. Donc Hannah Arendt et Antigone ont ceci de commun qu'elles agissent et parlent. Elles deviennent celles qui font acte de discours, et cet acte semble être un crime fatal aux yeux des mortels. Mais cette fatalité va plus loin que leur propre vie et pénètre dans le discours de l'intelligibilité comme dans la promesse de fatalité, dans la forme sociale de son futur exceptionnel, aberrant et probablement apocalyptique. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Moi, je vais passer la parole. Je vais faire juste pointer une opposition. Là, vous avez parlé de Heidegger. Vous avez parlé de l'antisémitisme et de la mormondie de Hannah Arendt. Évidemment, la question de l'antisémitisme de Heidegger, je ne comprends même pas pourquoi il y a tellement de débats autour de ça. Il y a quelque chose, presque une détermination sociologique dans la position de Heidegger. On voit très bien, n'est-ce pas, si on compare Heidegger, Karl Jaspers et Hannah Arendt, comme ils étaient dans des champs très différents.
l'antisémitisme n'est même pas d'un antisémitisme chez Heidegger, c'est surtout un nationalisme très fort qui était présent aussi chez Karl Jaspers. C'est très intéressant de voir dans la correspondance avec Hannah Arendt, comme Jaspers, il y a un moment justement autour de 1933 où il avait un enthousiasme autour de la germanité et de l'Allemagne. La différence, c'est que de Heidegger et de Karl Jaspers, c'est que Karl Jaspers, il était marié à une juive, ce qui le posait dans une situation déjà très différente de celle de Heidegger. Donc je dirais presque que c'est une opposition pas tellement entre l'antisémitisme de l'un et la mort mundi de l'autre, mais le nationalisme de l'un et la mort mundi de Hannah Arendt, qui n'est pas par hasard que le monde il prend cette importance, parce que c'est une opposition au nationalisme qui était très fort à l'époque. Alors c'est clair que lorsque dans les jours d'aujourd'hui, on relit ça, on est très impressionné en voyant que nous sommes de nouveau habités par les questions de résurgence de nationalisme. Et on ne cesse de faire cette comparaison, les jours de l'actualité et puis les années 30, tout en gommant parfois les différences qui sont très, très grandes. Peut-être on reviendra un peu sur ça. Entre autres, actuellement déjà, il n'y a pas de crise économique comme il y avait à l'époque. Au contraire, le monde va très bien économiquement. Et puis, les problèmes ne sont pas entre une nation et l'autre, mais c'est à l'intérieur des nations où ces tensions, elles se font. Bref, l'autre... bon, vous avez mis toute une biographie, une chronologie très précise et très bonne. Je pense qu'elle va nous aider beaucoup à nous repérer. Mais juste l'autre opposition que vous avez faite, c'était entre l'action, ça veut dire la politique et la métaphysique, et puis entre Hannah Arendt et Antigone. Ma question, c'est dans quelle mesure Hannah Arendt elle serait du côté du politique et Antigone de la métaphysique. Mais tout ça, on reviendrait. Peut-être on n'aura pas le temps et ça ne sera pas l'espace aussi d'entrer dans ces détails. Et puisqu'on devrait entrer dans le statut de la métaphysique chez Hannah Arendt, et je pense que ça prendrait énormément de temps.